Ils sont là. Ils sont dans les villes, dans les campagnes, sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on parle d'eux, on va parler des influenceurs. Ils sont à la fois copiés, critiqués, convoités également par les consommateurs comme par les marques. Alors aujourd'hui, on va voir quelle est leur place dans une stratégie de contenu. Pour ça, j'ai eu la chance d'échanger avec Lauriane Le Texier et avec Clément Lepleu. Je vous laisse découvrir ça. Vous écoutez UV, le podcast pour connecter votre marque à l'époque. Salut Lauriane, salut Clément. Hello. Vous allez bien? Ça va. Hyper bien. Bon, bienvenue à UV. Lauriane, je te présente. Tu es présidente de l'agence d'influence Louv'N Partners. Exactement. Et tu es également au comité exécutif de l'UMIC, qui est l'union des métiers de l'influence et des créateurs de contenu. C'est ça, qui existe depuis 1 an. Tout juste. Ouais. Vous avez fêté votre anniversaire. On va y revenir d'ailleurs. La création n'est pas née de rien en fait. Il y a aussi d'une ambition et d'un enjeu forcément législatif. Et pour discuter du sujet, donc on va parler bien sûr influence. On est aujourd'hui avec Clément. Salut Clément. Salut. Clément, tu es Social Content Manager à l'agence. Tu réfléchis et t'orientes les stratégies de contenu de nos principaux clients. Tout à fait. Je suis ravi de vous accueillir. On a un sujet aujourd'hui qui est large, qui rebondit beaucoup sur l'actualité. On va parler d'influence, bien sûr, mais on va voir un petit peu ses évolutions. On va voir également les liens et un petit peu les complémentarités entre vos activités, à la fois le métier d'agence d'influence et son imbrication avec la stratégie de contenu et donc avec ton métier Clément. Et puis on va voir comment justement ces grands éléments et ce monde de l'influence évoluent et puis imaginer comment il pourrait évoluer demain, tout un programme. Ce que je vous propose, c'est de commencer par le sujet qui fâche, celui pour lequel on parle peut-être trop souvent d'influence, qui est le fait que l'influence soit beaucoup critiquée pour ses arnaques, pour sa mauvaise influence. Justement, on prophétise aussi souvent sa fin, que ça va être la fin des influenceurs, la fin de l'influence. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui revient un peu régulièrement. Comment vous percevez ces tensions autour du monde de l'influence ? Alors, c'est un monde qui évolue énormément, c'est un nouveau secteur. Et puis aujourd'hui, on ne parle plus d'influenceurs, on va plus parler de créateurs de contenu pour justement professionnaliser ce secteur. Et c'est un monde qui bouge beaucoup, entre autres, parce qu'il y a une loi qui est sortie. On a travaillé avec le gouvernement sur la sortie de cette loi. Et donc, c'est finalement, alors que l'influence, on va dire, existe depuis plus de 10 ans, en fait, peut-être qu'elle commence aujourd'hui. C'est la fin de l'Eldorado, y compris la fin de la ruée vers l'or. La fin du Far West, voilà, c'est ça, c'est la fin du Far West, et on va commencer un tout petit peu à faire les choses correctement. À faire les choses bien, à faire les choses de manière transparente et éthique. Et puis aujourd'hui, il y a des gens qui ont ouvert la voie vers l'influence. C'est ça. Ouvert la voie, ils ont testé des choses, etc. Maintenant, on sait ce qui fonctionne. Et en tout cas, on commence à le savoir. Ouais. Et les gens s'organisent autour de ça. Toutes ces dérives, finalement aussi, elles apparaissent, elles font régulièrement les gros titres. Mais j'ai l'impression qu'elles sont relativement minoritaires, finalement. Complètement. Mais c'est celle dont on entend le plus parler. Finalement, un influenceur, un créateur de contenu, qu'est-ce que c'est ? C'est une personne qui est passionnée et qui a réussi à embarquer du monde autour de sa passion sur les réseaux sociaux. Mais forcément, il y a toujours eu des gens qui veulent se faire de l'argent, qui vont avoir des mauvaises pratiques, qui vont faire du dropshipping ou qui sont issus de la télé-réalité. Donc, ce n'est pas vraiment des personnes passionnées, c'est vrai qu'ils sont passionnés par l'argent. Et qui, du coup, vu qu'ils ont une forte visibilité, forcément, c'est des gens qu'on va suivre et dont on va en parler dans la presse. Mais finalement, l'influence, la majorité des créateurs de contenu, ils ont 10 000 followers. C'est rien, finalement. Souvent, c'est des gens qui ont un métier à côté. Rares sont ceux qui, finalement, en ont fait leur profession, même si c'est ceux qu'on entend parler le plus souvent. Ouais. Oui, la partie émergée, finalement, c'est celle où à problème, ou alors les grandes stars de la création de contenu qui, et parfois, on peut penser qu'ils se font des millions et des millions d'euros, alors que ce n'est pas le cas. C'est fantasmé, parce que c'est sous les projecteurs. C'est vrai que je voyais, l'un des métiers, l'une des professions, des activités que les jeunes ont le plus envie de faire, en partie parce qu'ils y sont aussi beaucoup exposés, mais il y a forcément un attrait, une part de fantasme c'est ça, tu autour dis, de la création de contenu. Je m'amuse devant mon téléphone, j'ai besoin de rien, juste d'une bonne connexion Internet et d'être un peu drôle.
Ah, ça a l'air génial. C'est pas facile pour tout le monde, ça déjà. Alors que finalement, c'est pas ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de créateurs de contenu, parce qu'ils doivent avoir une très bonne connaissance des réseaux sociaux, de ce qui fonctionne, etc. Et puis travailler avec des marques, c'est pas donné à tout le monde, c'est comprendre un brief, et respecter la loi. Donc, non, c'est un vrai boulot. Ouais, c'est pour ça que cette distinction à la fois d'influence, je pense qu'on continuera à parler en partie d'influence, mais je comprends la volonté pour vous quand même de vouloir parler de création de contenu. Je sais que Clément, c'est aussi quelque chose qui t'intéresse et qui rapproche aussi beaucoup justement la création de contenu au sens large pour une marque de l'influence. Je me bats à l'agence depuis un moment pour qu'on parle moins d'influence et plus de créateurs de contenu, notamment dans une approche contenu tout simplement. C'est amusant de voir qu'il y a quelques années, l'influence arrivait par le pôle web marketing sur l'approche médiatisation. Ouais, et aujourd'hui, on arrive de plus en plus proche de la stratégie de contenu. Donc au final, l'évolution, elle parle d'elle-même. Avant, c'était un moyen d'acheter une audience comme une autre. Exactement. Et là, ça va au-delà de ça, en fait. C'est intéressant. Et par rapport à ce que vient de dire Lauriane sur l'influence, moi, je trouve que c'est assez symbolique. Là, la dernière prise de parole de Thibaut InShape suite à une énième polémique qu'il a pu connaître suite à l'invitation d'une... je crois que c'était une sexologue pardon, un peu réac. Ce dernier donc a eu beaucoup de critiques, une fois de plus. Il a pris la parole pour souligner qu'il allait être maintenant accompagné d'experts sur différents sujets, justement en fonction de ce qu'il aborde, parce qu'il ne fait pas que de la musculation, ce jeune homme. Je trouve ça fou, certes, que le deuxième youtubeur français soit au final à la base entouré que d'un caméraman et d'une monteuse. Et que désormais, il prend en considération le fait que ce soit nécessaire qu'on vérifie ses propos. C'est quand même aussi une belle évolution, un poil tardif, mais une belle évolution de voir que le milieu se professionnalise tout simplement et c'est bénéfique pour tout le monde, je pense. C'est ça, être accompagné d'un agent, de personnes sur la partie juridique. C'est vrai qu'aujourd'hui, les propos des créateurs de contenu sont énormément regardés. Et en fait, le poids que peut avoir un influenceur est hyper important. Il se doit presque d'être 100% irréprochable dans sa manière de vivre. Et même si c'est un influenceur musculation, peut-être qu'en fait, il va être jugé sur ses voyages, etc. Enfin, sur des choses qui ne sont pas finalement son cœur de métier. Et pourtant, parce que c'est un être humain, finalement, il se doit d'être carré sur toute la ligne. C'est vrai que c'est assez fou à quel point, au final, on tape très facilement sur les influenceurs quand même. Je ne veux pas me faire la défense numéro 1 de toutes ces personnes, mais je trouve que ça... les médias, notamment la télévision, et les journalistes ont aussi cette capacité à rien laisser passer. Et ça reste des humains, en fait. Et des humains qui, beaucoup, ont des passions et qui ont surfé dessus, mais qui aussi ont eu la possibilité de se faire un peu dépasser, je pense, sur certaines choses, et qui aujourd'hui s'entourent, prennent leurs responsabilités. Et je pense que c'est, comme on disait, l'Eldorado est un peu terminé, mais c'est pas pour rien, c'est aussi pour aller vers le... on ne savait pas vers qui se tourner, on ne savait pas comment s'entourer. Non, c'est ça, ça avance sans doute vers le meilleur. Il y a quelques temps, Clément, ensemble, on évoquait justement à quel point il y a un chemin, il y a un pattern qui est un petit peu similaire pour le manga d'un côté, pour le rap, et pour le gaming, c'est-à-dire à quel point il y a ces trois cultures qui ont été beaucoup critiquées, beaucoup dénigrées, notamment par les médias généralistes, mainstream, au point que, en fait, ils se sont construits eux-mêmes avec leur plateforme, leur réseau, et ils ont fait leur industrie avec leurs agences, etc. Sans doute que c'est déjà ce qui est en train d'arriver et c'est ce qui va continuer de s'accélérer autour de l'influence, passer de quelque chose qui était en effet un peu un Far West à sans doute une étape un peu intermédiaire aussi qui était encore très téléachat. Enfin, il y avait quelque chose d'un peu téléguidé. J'ai l'impression dont on sort quand même aujourd'hui, les opérations qu'on voit passer entre des marques ou même plus globalement ce que peuvent faire au quotidien des créateurs de contenu. On est quand même très loin du téléachat. Beaucoup plus d'authenticité, que le contenu doit être inspirant, utile, en tout cas il doit servir à quelque chose. On n'est pas juste là pour dire achetez ces belles baskets, elles sont trop cool. Mais ce qui est marrant, c'est qu'au final, c'est ce qu'on dit aux marques aussi, en fait. C'est qu'il y a une valeur de contenu. Est-ce qu'aujourd'hui, les influenceurs n'ont pas influencé, entre guillemets, de manière générale, le marketing et le brand content En soi, la publicité classique ne fonctionne plus. Et c'est amusant de voir le parallèle, au final, de comment un youtubeur ou un influenceur de manière globale, un créateur de contenu, prend ce sujet à bras-le-corps et que les marques se rendent compte qu'ils ont peut-être besoin d'eux, mais que même ils s'inspirent au final de comment ils prennent les sujets et comment les campagnes aujourd'hui évoluent. Donc, je trouve ça assez intéressant de voir comment tout ça évolue en tout cas. J'ai beau avoir une agence de stratégie d'influence, je suis persuadée que quand même la publicité n'est pas morte. En fait, l'influence
complète une campagne de publicité classique. La campagne de publicité classique va répondre à certains objectifs, elle va apporter de la visibilité. L'influenceur, lui, va apporter de la crédibilité, de la confiance. Et comment cette marque-là s'inscrit dans le quotidien des vraies personnes. Je pense que c'est juste en fait la complémentarité entre la promotion et l'approche contenu. Donc l'approche contenu va être plus dans une information, une pédagogie, et qui est parallèle avec la promotion. Avant, on avait tendance un peu à tout mélanger. Et c'est là où maintenant, il y a des outils différents pour des objectifs différents. Ouais, c'est ça, il y a des rôles aussi, il y a des rôles qui diffèrent. Et j'imagine qu'on n'attend pas nécessairement la même chose aussi. Déjà en tant qu'influencé, en tant qu'abonné, on n'attend pas nécessairement la même chose d'un petit créateur de contenu ou qui est quasiment un pote d'une superstar. Aussi d'un autre côté, les attentes des abonnés sont différentes et donc les stratégies à mettre en place de votre côté doivent différer. Exactement. On ne va pas du tout mettre les mêmes choses en place en fonction déjà des objectifs de la marque, ses valeurs, son budget qu'elle est prête à allouer à une campagne et puis l'histoire qu'on a envie de raconter. On va aller chercher peut-être des petits créateurs pour son audience, sa capacité à être hyper proche de ses abonnés, à connaître quelque chose ou d'être dans une niche bien particulière, ou un très gros créateur de contenu qui là est une superstar, est capable aussi de faire presque une super production hollywoodienne. Enfin voilà, les enjeux vont être complètement différents et notre manière de travailler avec eux va être complètement... c'est un monde entre un petit créateur qui a 10 000 followers, qui a un métier à côté, qui est passionné d'un sujet et qui va co-créer avec nous, et presque la superstar qui va te dire attends, moi j'ai un concept, j'ai envie que cette marque-là collabore avec nous pour que ce concept puisse exister. Oui, tu peux avoir des créateurs de contenu qui viennent directement à travers toi ou qui viennent directement chercher des marques. Oui, ça arrive. Ça arrive. C'est minoritaire ou... C'est plutôt minoritaire puisqu'en fait, un créateur de contenu reçoit tellement de sollicitations de marques au quotidien. Un influenceur, ça reçoit en moyenne 150 mails par jour. Ouais. Donc en fait, sur ces 150 mails, il y a sûrement un projet qui est cool. Donc en fait, il n'a pas besoin de faire de la prospection. Ouais. C'est là où ça en dit long aussi sur où en est le marché, quand même, pour qu'il n'y ait pas du tout besoin d'aller chercher aujourd'hui. Mais parfois, ils ont un concept bosser. hyper intéressant, ils ont vraiment quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. Et là, ils vont venir contacter des agences, des agents, pour voir si on peut les accompagner dans quelque chose qui est un peu plus complexe à mettre en place. Ok. Et alors justement, si on peut se focaliser sur ton rôle, sur justement en tant qu'agence de stratégie d'influence, quel est justement, est-ce que tu fais l'intermédiaire, quelle place tu te positionnes à la fois vis-à-vis des annonceurs, vis-à-vis des agences, et puis de l'autre côté, bien sûr, au niveau des créateurs de contenu? Alors aujourd'hui, je suis plutôt contactée par les annonceurs en direct ou les agences qui ont un besoin spécifique pour leur marque. Soit voilà, là, il y a une campagne au global qui existe, comment on tire le fil sur l'influence, quelle histoire on raconte, sur quel réseau on va, quels sont les formats qui vont être le plus impactants et quels sont les créateurs de contenu les plus adéquats pour notre sujet. Donc moi, mon travail, ça va être d'écrire cette histoire sur les réseaux, ça va être de sélectionner la meilleure typologie de créateurs de contenu, aller les contacter, négocier des tarifs, mettre en place des contrats, des choses vraiment très carrées. Vaut mieux préparer la guerre tant qu'il y a de l'amour, bien en amont, et puis faire tout le suivi. Parfois, ça va être aussi co-créer avec le créateur de contenu, l'accompagner, le briefer, parfois aussi l'aider vraiment concrètement à aller tourner le contenu, parce que parfois, en fait, le créateur, il a des agents, mais parfois, il est tout seul. Et en fait, il a juste des fois besoin qu'il y ait quelqu'un qui tienne la caméra. Ça arrive. Et là aussi, ça nous rappelle à quel point le créateur de contenu, c'est pas nécessairement des personnes qui ont 20 techniciens à bosser avec eux. Exactement. Et puis, il faut toujours être présent pour l'aider, lui donner les bonnes infos au bon moment. On organise ce qu'on appelle un voyage. D'ailleurs, on dit encore un voyage de presse alors qu'il n'y a pas la presse. On va accompagner l'influenceur pour l'aider à tourner du contenu ou lui dire, en fait, n'oublie pas, il y avait ça dans le brief. Voilà, on est vraiment là pour leur tenir la main et s'assurer que le contenu qui va sortir est le plus authentique possible et répondre aux objectifs de la marque. Parce qu'il ne faut pas oublier que mon travail, c'est pas aider les influenceurs à faire de l'influence, mais c'est aider les influenceurs à faire de l'influence commerciale, à faire de la publicité. Ouais, c'est ça. Donc, ça doit être un juste équilibre, comme on a nous également, d'ailleurs, en publicité, entre d'un côté de la créativité et de l'autre servir le message d'une marque. J'imagine qu'en effet, ça doit
ça doit a dû avoir cette même tension entre authenticité d'un côté Oui. et de l'autre côté, réponse à un Bah, c'est objectif. ça, il y a un objectif bien précis, il y a des KPI, enfin voilà. Alors justement là-dessus, qu'est-ce qu'il te faut pour bien travailler? Donc j'imagine, un objectif, une cible? Ouais, un objectif, une cible, une audience, voilà, c'est ça, aller chercher. Parfois, est-ce qu'il y a de la médiatisation sur la campagne ou pas? Quel est le budget exact qu'on a? Et puis même des fois en fonction d'un même budget, ben, est-ce qu'on va travailler avec un créateur superstar ou plein de petits? Et là, en fait, la stratégie, elle va pas du tout être la même en fonction des objectifs de la marque. Et j'ai OK. besoin aussi des valeurs de la marque parce qu'en fait, moi, mon travail, c'est d'essayer que le créateur qu'on va sélectionner incarne les valeurs de cette marque. Mmh. Donc, est-ce que, voilà, quel est on parle de persona aussi, comme on entend à l'école, etc. Mais en fait, c'est pas exactement ça. Mais voilà, comment transparaît l'image de la marque au travers de l'influenceur? Comment il va l'utiliser dans son quotidien? Comment la marque s'inscrit dans ce qu'il vit, ce qu'il fait et en quoi c'est cohérent? Ça, c'est très, Ouais. très, très important. En fait, on oublie, mais moi, j'ai vraiment besoin des valeurs de la marque pour avancer. OK. Ouais, tu as besoin de reprendre des éléments en fait, qu'on travaille nous aussi dans une Ouais. plateforme de marque, par exemple et puis j'imagine que, souvent quand même une opération d'influence s'intègre dans une stratégie de communication, Oui, plus oui, globale ou au moins une stratégie de contenu, plus globale. complètement. Là aussi, il faut trouver, j'imagine, la bonne place? Une marque ne perce pas avec une stratégie 100% influence. Ça existe, mais c'est rare. Mmh. C'est rare. Il faut l'adosser à quelque chose. Faut l'adosser à d'autres campagnes. Mais c'est comme pour tout. Si vous faites, je sais pas, une campagne dans le métro, bah, c'est pas que ça qui va que. Ouais, c'est un point de contact de Voilà, plus, quoi. c'est un point de contact de plus. Ouais. C'est tout. Mais c'est vrai qu'on peut mais il y a toujours eu le même biais, dès qu'on arrive aussi sur le digital, c'est que comme c'est quelque chose qu'on peut quantifier Mmh. et même qu'on peut voir en fait en Ouais. étant extérieur, on voit réellement ce qui se passe quand il y a une opération. C'est parfois plus compliqué de trouver des campagnes web marketing, en tout cas d'évaluer l'impact que ça a pu avoir, parce que déjà on le voit moins en tant que consommateur, en étant extérieur, disons, à la relation avec l'annonceur. Et alors, pour le coup, de l'affichage ou des choses sur lesquelles on n'a aucun KPI, j'imagine que c'est encore Mais plus là, en tout cas, ce qui est compliqué. génial sur l'influence, c'est que voilà, tu peux mesurer concrètement avec la portée, le nombre de vues, le nombre de likes, le nombre de commentaires, et même et puis mesurer aussi si voilà le message a été envoyé en message privé. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que mon contenu a été utile, a été envoyé à quelqu'un? Est-ce qu'il a été est-ce qu'il a été commenté? Enfin, vraiment, on peut se Justement, tirer plein de choses. le commentaire, là, tu parles de quantitatif, mais Ouais. tu peux même avoir un retour qualitatif. Et ça, c'est aussi Complètement. assez. C'est des Les choses qui. verbatims, Ouais, c'est voilà, génial. exactement. Et c'est bête à dire, mais le contenu de marque, il y a une infobésité énorme de contenu en général. L'influence permet Oui. d'avoir du retour aussi Et quali. du retour hyper rapide. Ouais, donc Ouais. ça, c'est un plus, d'ailleurs, qui n'est pas toujours pris en compte, je trouve, dans les campagnes d'influence aujourd'hui, étant donné qu'on a tendance à avoir un objectif derrière. Et c'est un peu dommage de ne pas regarder peut-être un peu plus loin, des fois, pour améliorer le service, la campagne ou le contenu. Ça Beaucoup de pourrait être marques intéressant. en rêvent en plus, hein, d'avoir des retours qui puissent être qualitatifs, mais d'ailleurs positifs ou négatifs, Ouais, mais d'avoir des exactement. retours. Et Mais en la fait, Je préfère le conversation- positif en général. La Bah, conversation avec l'audience, c'est hyper important. Ouais. Et c'est vrai qu'elle est compliquée pour beaucoup de marques, c'est compliqué en fait d'avoir cette conversation en direct et de pouvoir avoir ce retour qualitatif. C'est vrai que de passer par ces intermédiaires, par ce média-là, a aussi cette qualité-là. C'est vrai qu'on n'y pense pas toujours quand on pense influence. Et toi, alors, du coup, je veux bien avoir ton point de vue, Clément, à l'inverse, de quelle place ou justement comment tu agences la partie stratégie d'influence avec ton périmètre, avec la stratégie de contenu? Bah, au final, le pôle contenu à l'agence, on met en place donc, des stratégies de contenu. Au final, ça ressemble beaucoup à ce que tu fais, hein. C'est juste qu'on a une Oui, vision un c'est peu ce que plus je me globale, disais. parce que typiquement, dans le terme stratégie, qu'est-ce qu'on met? On met des cibles, des objectifs, un budget, et on essaye d'y répondre avec, en général, plusieurs formats. Et c'est vrai que on a tendance, en général, à voir l'influence comme un média et pas comme un format. Ce qui fait qu'on va aller, nous, sublimer, voire co-créer, voire optimiser. Enfin, en tout cas, on utilise l'influence comme outil pour justement aller chercher de nouveaux formats enfin les mêmes formats, mais optimisés par l'influence. Et c'est là où ce qui est intéressant d'aller vers des agences spécialisées. Quand on fait un podcast, par exemple, on l'a évoqué ici, on les a invités. Bababam, par exemple, Oui. typiquement, on a été voir un prestataire spécialisé sur le sujet. Donc, ça me semble hyper intéressant d'avoir aussi des experts sur ce sujet-là, sur l'influence, étant donné qu'en tant que marque, en tant qu'agence, on a certes une connaissance de notre annonceur, on a une connaissance de la manière globale de comment faire les choses.
Mais c'est pour être plus cohérent et plus efficace, et même optimiser peut-être, faire des économies d'échelle, ça peut être hyper intéressant d'être complémentaire. Et c'est comme ça qu'on l'envisage en tout cas, de plus en plus. Ouais, j'imagine ne serait-ce que sur la partie recherche, vraiment la partie curation pour trouver des créateurs de contenu, c'est quelque chose qui et doit te prendre beaucoup de temps et qui doit se faire aussi justement en mutualisant un petit peu les projets pour toi. C'est sûr que ça prend énormément de temps de trouver les bonnes personnes. Il existe des outils, mais les outils ne sont pas forcément complets. Donc il y a vraiment... Et puis trouver un être humain qui doit incarner une marque, ça prend du temps. Et surtout qu'il y a beaucoup d'êtres humains sur Terre. Qu'est-ce qu'on est? On est beaucoup. Non, puis Et tu le disais, c'est en vrai que France, il y a si tu 150 tiens aux 000 valeurs. influenceurs en France. Combien? 150 000. Ok. Ouais. C'est énorme. J'avais pas chiffre. Ouais, donc ça fait, et puis j'imagine qu'il y a tous ceux qui se déclarent. Enfin, je sais pas en fait. Alors, comment tu comptabilises ce chiffre en fait? À quel moment tu passes la case de créateur de Aujourd'hui, il contenu? n'y a pas vraiment effectivement Ça de doit être super définition compliqué. Oui, c'est par ça, c'est un rapport à chiffre. ça, parce que si tu dis Non. nano-influenceur, micro, macro, etc. Mais on va dire, peut-être c'est quelqu'un qui est à partir de 3000 followers, même si la loi aujourd'hui ne met pas un seuil. Oui, c'est ça. Parce qu'on parle, la loi d'ailleurs, mais parle d'influence commerciale et ne régit pas l'influence en tant que telle. Ok. D'accord. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut bien avoir en tête. Et donc, la définition de l'influence n'est pas mise. La définition d'un influenceur n'est pas inscrite dans la loi. Par contre, la définition de l'influence commerciale, oui. Ok. D'accord. En tout cas, ça fait beaucoup de monde, même si j'imagine Oui. que le chiffre est dur à quantifier, donc ça doit te prendre en effet beaucoup de temps pour aller trouver les bonnes personnes, surtout le Ouais. moment où on quitte les chiffres et on rentre dans le spectre des valeurs. Ouais. Et puis après, Où là, ça devient beaucoup plus- négocier, co-créer avec eux, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et c'est en effet un mot qui est beaucoup revenu et qui est essentiel, en fait, je crois justement qu'on n'a pas dans l'influence, et c'est pour ça c'est bien qu'on parle de création, c'est la co-création Oui. qui revient beaucoup, puisqu'on l'a dit, voilà, on est moins sur je t'envoie un brief, tu mets mon produit, et on est clairement sorti de ça. C'est quoi les mécaniques de création qui aujourd'hui vous intéressent, ou celles que vous voyez émerger, celles que vous imaginez un petit peu pour demain, justement, le futur de la relation entre les marques et les créateurs de contenu? Pour vous, ça pourrait être quoi? Ou aujourd'hui déjà, qu'est-ce qui vous intéresse? Moi, ce que j'essaye, c'est toujours d'inclure le créateur de contenu le plus en amont possible pour réfléchir avec lui. Alors oui, on va faire peut-être du contenu sur ton compte, mais qu'est-ce qu'on peut faire aussi sur le compte de la marque? Ouais. Qu'est-ce qu'on peut et puis est-ce qu'on peut faire quelque chose dans la vraie vie aussi? Parce qu'un influenceur, il n'est pas que derrière ses réseaux, derrière le téléphone. Il y a aussi peut-être des conférences à animer. Peut-être qu'on peut aussi avoir l'influenceur, on peut co-créer, je sais pas, quelque chose de physique ensemble. On le voit sur les collections capsules. Des fois, il y a des influenceuses, souvent c'est des filles qui font des co-branding sur le vêtement, sur le make-up, etc. C'est là où on sort vraiment totalement de on a acheté une audience. Et on comprend que non, on allait chercher ou un expert ou un passionné, souvent les deux. Et donc, on imagine un projet avec lui, et presque indépendamment du fait qu'en effet, oui, il peut avoir une audience à côté à travers son contenu. Et puis en plus, le créateur de contenu, il a son audience, mais on peut aussi booster les contenus, les sponsoriser, pour aller chercher une audience bien précise ensuite. Donc, il y a toujours ce côté d'amplification qui est possible. Donc, plus tôt on inclut le créateur de contenu, mieux c'est, pour faire quelque chose de vraiment de global, qui a du sens, et que l'influence, ça soit pas juste ah bah tiens, il nous restait, il y avait un reliquat de budget de 5 000 €, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Non, ça c'est dommage. Parmi les points que je trouve de plus intéressants, c'est justement une approche un peu plus pérenne, un peu moins de juste on a fait une OP, on a activé quelqu'un. J'ai l'impression qu'on rentre sur, pas systématiquement, et d'ailleurs c'est bien que ce soit pas systématique, mais voilà, qu'une marque puisse s'associer avec un créateur de contenu sur un temps un petit peu plus long. Tu l'as fait d'ailleurs pour créer du contenu régulièrement avec la marque. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui se développe, qui ne deviendra sans doute pas la norme, mais, ou pas c'est systématique, mieux. mais c'est bien. Déjà, on le voit aussi dans la publicité classique. Si on entend juste parler une fois d'une marque, on l'a oublié. En fait, il y a on est tellement sollicité par tellement de publicité toute la journée, etc. Que si l'influenceur il a parlé d'une fois d'un produit, fine. Mais en fait, s'il l'utilise tous les jours, au quotidien, si on co-crée sur 6 mois des choses ensemble, là, d'un seul coup, l'audience va dire il utilise vraiment ce produit, il utilise vraiment ce service, c'est vraiment quelque chose d'utile. Tiens, il y a 6 mois, j'y pensais pas, mais tiens, là, j'ai l'anniversaire d'une copine et tout. Il est en train de me parler d'un produit qui est intéressant pour moi, finalement. Donc, c'est la répétition. C'est comme Mercurochrome, le pansement des héros, c'est le fait de le répéter plein de fois qui fait que on va dire tiens.
Et au-delà de C'est ça, sympa. en plus de la répétition, et je trouve qu'un partenariat à moyen, long terme, ça souligne qu'une authenticité de l'utilisation du produit. Enfin, Oui. plus la Ah bah personne, bien sûr. ça fait vraiment, moi le produit, je l'ai, et regardez, le Oui. flacon est vide, entre Oui, guillemets. oui. Et puis, par exemple, je Mm, sais pas, une crème de jour, bah, vous voyez l'évolution de ma peau. mm, Enfin, mm. c'est quelque chose de très concret. Ouais. Dire je suis fidèle à cette marque, j'y crois, j'adhère complètement à ses valeurs, etc. Et on imagine des choses ensemble, on avance ensemble. Là aussi, alors, on sort de l'Eldorado très téléachat où Mm. voici le produit A, très Mm. bien, on passe au B, à quelque chose qui, bah oui, qui va s'inscrire sur un temps plus long, plus raisonné et plus authentique, plus réaliste en fait, même tout Et simplement. puis ça te challenge aussi la création de contenu, parce qu'avant on avait l'habitude du one shot, etc. L'influenceur, pack shot, il présente le produit en mode c'est trop cool, la marque vient de lancer ça. Là maintenant, qu'est-ce qu'on crée sur la durée? Quelle est la plus-value de la marque, quelle est la plus-value du produit qui fait qu'on va avoir envie de travailler sur le temps long? Et là aussi, ça rejoint un petit peu la réflexion éditoriale qu'on est amené, nous, à avoir sur des marques, sur OK, comment traiter Bien d'un sûr. même sujet, mais réussir à l'animer dans le temps, à trouver des thèmes, à trouver un peu des séries, mais quand même, voilà. Trouver des angles. Ouais. Encore une fois, c'est pas pour rien qu'on évoque le lien entre stratégie de contenu et stratégie influence. On est sur les mêmes bases, c'est juste l'outil en lui-même qui va optimiser ou co-créer. Donc c'est intéressant d'avoir ce point de vue-là. Tout à fait. De quoi on a parlé? On a parlé de la partie long terme. On a parlé aussi de l'enjeu de l'authenticité, de trouver juste équilibre entre authenticité et performance, ou en tout cas voilà, et justesse commerciale, disons, pour reprendre un petit peu tes mots. Est-ce que ce serait quoi un conseil que vous auriez justement pour y assurer et puis pour continuer à ce que les créateurs de contenu puissent avancer main dans la main avec les marques dans le bon sens? Faire confiance aux créateurs de contenu. Ouais, la partie Et à leur confiance. agence aussi. Et à leur agence. Faites-nous confiance. Non, mais oui, j'imagine que c'est ce qui doit pas être évident Maintenant, au les début, c'est marques qu'il qui y ont a été toujours beaucoup moins de habituées à des contrôle. choses très contrôlées, très millimétrées, d'un seul coup, ça devient difficile de faire rentrer leur marque dans le quotidien de quelqu'un. Et du coup, il faut leur faire confiance. C'est eux qui ont l'habitude des réseaux, c'est eux qui ont l'habitude de leur audience. Et rien que mieux qu'un influenceur pour savoir comment parler à son audience. Ouais. Mais c'est vrai que là, la publicité a aussi habitué les annonceurs à avoir 6 mois et un nombre de validations et de boucles de feedback dingues pour sortir une vidéo de 30 secondes, un spot. Il y a un vrai travail. Forcément, voilà, Les même gens ne s'il se y a une rendent pas réponse quand même à un cahier des charges, à des objectifs, c'est pas, les créateurs de contenu font pas n'importe quoi. Il peut pas avoir le même niveau de contrôle. Ouais. Mais une campagne ne peut pas sortir en 15 jours. C'est faisable si je travaille bien, mais c'est un autre point. c'est pas des fois, il y a 6 mois derrière une vidéo de 30 secondes. C'est vrai, c'est aussi bien de rappeler que c'est pas le côté de on avait une queue de budget Ouais, et du c'est coup ça. on va faire un peu d'influence sur les 3 prochains jours. Parce que sinon tu dors pas bien. Il va pas... Très bien. Moi, si j'avais juste un conseil, c'est vrai qu'on a tendance beaucoup à intégrer l'influence au brand content, donc à tout ce qui est comment faire aimer la marque, comment la rendre visible. Et c'est vrai que de plus en plus, on voit des marques qui s'associent à ce qu'on appelle plus du content marketing, donc du marketing de contenu, et d'aller chercher justement des influenceurs ou des créateurs de contenu pour souligner une expertise sur une thématique. Et c'est vrai que je pense que c'est... Dans le discours qu'on a depuis tout à l'heure, on dit tout le temps que ce serait intéressant d'intégrer l'influenceur en amont, mais encore plus quand c'est justement un influenceur qui va porter l'expertise de la marque. Donc on est à 2 doigts de l'ambassadeur presque. Et ça va aussi dans la continuité de chercher ce genre d'influenceurs sur le moyen long terme. Donc je pense que l'évolution que je souhaite en tout cas à l'influence, c'est d'aller vers vraiment une approche qui va au-delà du divertissement ou au-delà de faire aimer une marque, mais de porter son discours en fait. Et au-delà du lifestyle, etc., il y a plein de secteurs où les créateurs de contenu ont totalement leur place. Sur de l'éducation financière que je peux faire par exemple avec la Massif ou d'autres sujets, des sujets de prévention, où il y a vraiment un discours d'expert à apporter. Et il y a des créateurs de contenu sur tous les secteurs. Oui, c'est vrai qu'on a tendance là aussi à avoir une vision, de réduire beaucoup ça à la partie lifestyle, à la partie mode, peut-être à la partie food aussi, qui est quand même un gros créneau. Food, voiture. Mais en réalité, il y a beaucoup de choses. Est-ce que peut-être d'ailleurs tu veux justement, on n'a pas parlé un petit peu de ce que tu pouvais faire avec la Massif. Est-ce que tu veux détailler un tout petit peu avant qu'on se laisse ce que tu peux faire avec eux sur TikTok notamment, c'est ça? On accompagne la Massif sur de l'éducation financière.
on aide les jeunes à mieux comprendre leurs finances personnelles, trouver comprendre ce que dit le banquier, comprendre ce qu'il y a sur les réseaux avec tous ces mots compliqués, etc. Comment mieux gérer leur argent, mais sur des choses très concrètes, comment payer ses prochaines vacances, comment financer un beau cadeau ou des choses comme ça. Voilà, il y a des petits tips à avoir. Et parfois, tes parents, tes grands-parents ou ton conseiller bancaire ne peut pas t'aider là-dessus. Et là, la Massif accompagne au sens très, 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 très large du terme les jeunes pour qu'ils puissent se sentir plus à l'aise dans la vie. Ouais, je trouve que c'est un bon exemple qui montre bien. Alors, et donc, ça passe à travers des influenceurs, mais ça montre bien à quel point c'est quelque chose qui est d'abord une stratégie de contenu, bien sûr. Finalement, mais avec un besoin pour aller cibler aussi ces publics-là. Avec un canal qui touche ce public. C'est ça, toucher les jeunes, bon public. Comment toucher les jeunes aujourd'hui. On va communiquer sur le compte des influenceurs, mais aussi sur le compte de la marque, en utilisant les créateurs de contenu. Pour diffuser le message. Je trouve ça intéressant, juste, on va se faire un petit clin d'œil à UV. Il se trouve qu'il y a maintenant 1 an ou 2, on avait invité Moai pour une étude sur les attentes des abonnés. Et je sais qu'on avait aussi évoqué donc, sur les 30-44 ans qu'ils attendaient des recommandations autour du choix de la voiture, notamment d'ailleurs, et sur les mutuelles, les assurances. Et c'est assez amusant de voir que c'est pas UV qui a changé le monde de l'influence, hein, mais en tout cas, on avait visé juste de voir qu'aujourd'hui, tout secteur, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire, on pense souvent à des stéréotypes un peu de quel secteur peut aller chercher l'influence, mais aujourd'hui, même des mutuelles et assurances peuvent, en trouvant un angle intéressant, justement, là, je trouve ça, l'éducation financière, je trouve ça hyper intéressant de comment tordre un peu justement ce sujet qui est compliqué et auprès d'une cible jeune en plus, et d'aller sur TikTok. Enfin, je trouve le défi, il est génial. Et en plus, la réponse, elle est superbe, quoi. Donc, essayer de parler avec des mots simples à tout le monde. Et l'influence aujourd'hui, c'est pas que inspirant, ça peut être très utile aussi. Ça peut répondre à une vraie attente, un vrai besoin, et puis même une vraie problématique sociale, en l'occurrence, pour ce qui est de la dimension financière auprès des jeunes. C'est ce que permet. Tout ça, en effet, je reprends tes mots, Clément, c'est sûr pour conclure, hein, c'est que c'est en suivant UV, tout à fait moyen d'anticiper comme ça les prochaines tendances. Tu l'as pas évoqué, donc en effet, cette étude, on les cite bien, c'est Moai qui est l'Institut d'études du groupe The Links, et donc c'était tiré d'une étude, en effet, sur l'influence. Des visionnaires. Disons que je dirais que UV influence les marques influencent le monde. Je pense que je le dirais comme ça. On peut citer Medine sur un cas. On peut, bien sûr qu'on peut. Ça sert à ça. Merci beaucoup Lauriane, merci beaucoup Clément, c'était un plaisir. Lauriane, on vous invite à te suivre directement sur tes différents réseaux ou à aller sur lalouveandpartners.com. Oui, exactement. Et pour les autres UV, on peut nous retrouver sur notre site, sur thelinks.fr. À bientôt. Merci. Salut. Ciao.